Mon fils ne me regardait pas une seule fois. Il était assis à côté de sa mère dans cette salle d'audience, vêtu d'un sweatshirt gris que je lui ai acheté l'hiver dernier, fixant le sol comme si j'étais un étranger, peut-être pire qu'un étranger. Monsieur Grayson a montré un comportement violent pendant des mois. Mon ex-femme a dit calmement. Mon fils a peur de lui. Peur. Ce mot est resté dans ma tête plus longtemps que toute autre chose. J'ai gardé mon visage immobile, je n'ai pas réagi, je n'ai même pas jeté un coup d'œil au juge parce que quelque chose n'allait déjà pas. Pas mal émotionnel. Tout simplement faux. Je m'appelle Derek Holloway. J'ai 43 ans. J'ai travaillé 15 ans à faire des travaux électriques commerciaux avant que mon DIOS ne cède. Je n'ai jamais eu de casier, je n'ai jamais frappé personne, je n'ai même jamais passé une nuit en prison. Mais ce matin, là, j'étais assis au tribunal de la famille pendant que mon fils de 16 ans refusait de croiser mon regard. Le juge a demandé à Ethan s'il voulait parler. Il a d'abord avalé fort, puis a dit tranquillement « Je ne me sens plus en sécurité avec lui ». Quelque chose dans la pièce a changé après cela. Même mon avocat avait l'air nerveux. Mais la voix d'Ethan ne me semblait pas naturelle. Cela semblait mémorisé, prudent, comme si quelqu'un l'avait pratiqué avec lui. Et c'est là que je me suis souvenu de l'appel téléphonique que j'avais accidentellement entendu 6 nuits plus tôt. 6 nuits plus tôt, Ethan a laissé son téléphone dans mon camion. Cela seul était inhabituel. Les adolescents gardent leur téléphone comme des coffres de banque, en particulier Ethan. Mais on vient de finir le dîner après son entraînement de baseball et il s'est précipité à l'intérieur sans ça. J'ai remarqué qu'il bourdonnait sur le siège passager alors que j'étais assis dans l'allée. Normalement, je n'y toucherais pas, mais l'écran s'illuminait avec le nom de sa mère, Claire. Puis, un autre message est apparu en dessous. Ne lui dis pas qu'on a encore parlé de mardi. Je n'aurais pas dû remarquer ça. Je me suis dit de l'ignorer. J'ai failli le faire. Puis le téléphone a sonné. Pas un appel normal, FaceTime audio. Claire encore. Je l'ai ramassé parce que je pensais que quelque chose était peut-être arrivé. À la seconde où j'ai répondu, j'ai entendu mon ex-femme chuchoter avant qu'elle ne réalise que ce n'était pas Ethan. Rappelez-vous simplement ce que nous avons pratiqué. Ne changez pas les détails cette fois. Le silence a frappé immédiatement après cela. Puis, elle a raccroché. Aucune explication. Rien. À l'époque, je me tenais là dans mon allée en essayant de me convaincre que cela signifiait quelque chose d'inoffensif. Peut-être la préparation du tribunal. Peut-être des trucs de garde. Claire et moi, nous disputions depuis des mois sur les horaires après son remariage. Mais quelque chose dans son ton m'est resté. Froid, contrôlé. Et maintenant, assis au tribunal pendant que mon fils répétait des phrases qui semblaient répétées, ce sentiment était beaucoup plus important. Le combat pour la garde a commencé petit. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Claire voulait qu'Ethan change d'école après avoir traversé les frontières du comté avec son nouveau mari, Brent. Ethan ne voulait pas quitter son équipe de baseball, ses amis ou son travail à temps partiel au magasin d'articles de sport. Le juge a accepté de garder l'arrangement actuel temporaire. C'est là que tout a changé entre Claire et moi. Avant ça, on parlait à peine sauf si ça impliquait Ethan. Après l'audience, soudain, chaque conversation est devenue tendue, court. Attention! Puis Ethan a commencé à agir différemment aussi. Il a arrêté de répondre à mes appels tout de suite. J'ai commencé à annuler les week-ends chez moi. Il m'a dit qu'il était occupé plus que d'habitude. Mais le plus étrange, il avait l'air coupable à chaque fois qu'il me voyait. Pas en colère, coupable. Je l'ai gardé pour moi. Un soir, je lui ai demandé si quelque chose le dérangeait. Il a regardé son assiette pendant près de 10 secondes avant de dire « Maman dit que les choses sont compliquées. » Cette phrase m'a dérangé plus que des cris ne l'auraient fait. Une semaine plus tard, les services de protection de l'enfance se sont présentés à ma porte. Plainte anonyme. Abus émotionnel possible. La femme qui m'interviewait semblait mal à l'aise tout corps, comme si elle soupçonnait déjà que quelque chose ne collait pas. Pourtant, un rapport a été déposé. Et 3 jours plus tard, Ethan a soudainement affirmé que je l'avais poussé lors d'une dispute dans mon garage. Un seul problème. Cet argument n'est jamais arrivé. L'accusation s'est rendue plus vite que prévu. Le lendemain après-midi, l'entraîneur de baseball d'Ethan a cessé de répondre à mes appels. 2 voisins ont soudainement évité le contact visuel lorsque je suis sortie. Même ma sœur a appelé pour demander si tout allait bien à la maison. Claire a bougé vite, trop vite. Elle a déposé une demande de garde d'urgence dans les 48 heures suivant la déclaration d'Ethan, a joint des photographies d'une ecchymose sur son épaule, y compris des captures d'écran de messages textes qui m'ont fait paraître instable. Le problème était que certains de ces textes n'étaient pas réels. Je le savais parce que je ne les ai jamais envoyés. Mon avocat l'a remarqué aussi. La formulation semblait étrange, trop dramatique.
Rien à voir avec la façon dont j'ai réellement écrit. Mais prouver de fausses captures d'écran n'est pas simple au tribunal, surtout lorsque votre propre fils soutient l'histoire. Cette partie a frappé le plus fort, pas parce que je croyais qu'Ethan me détestait, parce qu'à chaque fois qu'il parlait, il avait l'air terrifié après, comme s'il attendait la réaction de quelqu'un. Puis je me suis souvenu d'un autre détail de cet appel téléphonique. Mardi. Claire a spécifiquement mentionné mardi. Le même mardi où Ethan a affirmé que je l'avais poussé dans le garage. J'ai parcouru mon calendrier cette nuit-là en essayant de me souvenir de chaque minute de cette journée. Et soudain, quelque chose a cliqué assez fort pour me faire asseoir droit dans mon lit. Mardi soir, Ethan n'était même jamais chez moi. J'ai d'abord vérifié les caméras de sécurité, pas parce que je doutais de moi, parce que j'avais besoin de preuves avant de dire quoi que ce soit. La caméra du garage montrait exactement ce dont je me souvenais. Une allée vide, pas d'Ethan, pas de dispute, rien. Mardi soir, j'avais passé 3 heures au sol à remplacer un chauffe-eau dans mon sous-sol pendant qu'un match de basket passait à la radio à proximité. Le redatage l'a confirmé. Alors, pourquoi Ethan dirait qu'il était là? Cette question m'a tenue éveillée presque toute la nuit. Le lendemain matin, je suis passée devant le quartier de Claire avant le travail. Je ne prévoyais rien de dramatique. Je voulais juste voir si le camion d'Ethan était dehors avant l'école. Au lieu de cela, j'ai remarqué que Brent chargeait des boîtes dans son VUS, de grands bacs de rangement en plastique. Il avait l'air nerveux de le faire aussi, vérifiant constamment la rue. Quelque chose à ce sujet s'est senti immédiatement éteint, puis j'ai vu un bac partiellement ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des captures d'écran imprimées, des photographies, des documents judiciaires. J'ai continué à conduire, mais maintenant, je savais que ce n'était plus un chaos émotionnel. C'était organisé, planifié. Cette nuit-là, j'ai appelé un vieil ami nommé Marcus, qui travaillait dans la criminalistique numérique pour une compagnie d'assurance. J'ai posé une question: à quel point est-il difficile de simuler des captures d'écran textuelles? Il s'est calmé pendant 1 seconde, puis a dit: doucement, la partie difficile est de les faire survivre à l'examen d'expert. Cette réponse a tout changé pour moi. Marcus était venu le lendemain soir avec un ordinateur portable et 2 disques externes. Il n'a pas perdu du temps. Au bout de 20 minutes, il a pointé du doigt les captures d'écran soumises par Claire et a dit tranquillement: « Elles n'ont pas été extraites d'un vrai téléphone. » J'ai senti mon estomac se resserrer. Il m'a montré pourquoi. L'espacement des polices était légèrement décalé. Les bulles de messages présentaient des niveaux de compression incohérents. Un horodatage utilisait une version de formatage qui n'existait pas sur mon modèle de téléphone cette année-là. Des choses minuscules, mais des choses réelles. Quelqu'un les a construits manuellement, a-t-il déclaré. Puis il m'a regardé attentivement. « Tu as besoin de plus que ça, Derek. Pour l'instant, c'est toujours ta parole contre la leur. » Je le savais déjà. C'est là que je me suis souvenu du téléphone d'Ethan. Après l'appel FaceTime, il avait oublié de supprimer quelque chose. Un mémo vocal de près de 40 minutes. Au début, je pensais que c'était un son de poche accidentel, principalement des mouvements étouffés et du bruit de télévision. Puis la voix de Claire devint claire. « Tenez-vous en à l'histoire du garage. » Une longue pause s'ensuivit. Puis Ethan a demandé tranquillement. « Et si papa prouvait que je n'étais pas là? » Brent a répondu à celui-là. « Il ne le fera pas. Et après le tribunal, rien de tout cela n'a d'importance de toute façon. » J'ai joué cette section 3 fois en silence. Mes mains ont en fait commencé à trembler le 4e. Pas de colère, de réalisation. Ils n'essayaient pas de gagner la garde. Ils essayaient de m'effacer complètement. Je n'ai pas parlé de l'enregistrement à Claire, je n'ai pas prévenu Ethan non plus. J'ai laissé l'audience se poursuivre exactement comme il l'attendait. À la 2e date d'audience, Claire avait de nouveau l'air confiante. Brent s'est assis derrière elle en faisant semblant de la soutenir pendant que mon fils évitait complètement de regarder dans ma direction. Ensuite, le juge a demandé si l'une ou l'autre des parties avait des preuves supplémentaires. L'avocat de Claire sourit d'abord. « Nous croyons que le témoignage établit déjà un schéma dangereux. Dangereux. Encore ce mot. » Mon avocat m'a regardé attentivement. J'ai hoché la tête 1 fois, puis je me suis levée. « Juste une question pour mon fils, » ai-je dit. Ethan m'a finalement regardé après presque 2 heures. Il avait l'air épuisé. J'ai levé son téléphone lentement. « Voudriez-vous que le tribunal entende ce qui a été enregistré mardi soir dernier? » La couleur s'est immédiatement échappée du visage de Claire. Brent s'assit en avant si vite que sa chaise gratta bruyamment le sol. Et Ethan avait l'air terrifié. « Pas de moi. » 2. Claire a commencé à parler au-dessus de tout le monde. Cet enregistrement était privé. Le juge l'a coupé instantanément. « Assieds-toi. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Joue-le. » La salle d'audience est devenue complètement silencieuse, à l'exception du bruit de mon pouce déverrouillant le dossier.
Statique crépitait doucement au début, puis la voix de Claire a rempli les haut-parleurs. Tenez-vous en à l'histoire du garage. Et le sténographe judiciaire a en fait arrêté de taper au milieu de la phrase. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes après la fin de l'enregistrement. Le silence semblait plus lourd que de crier. Claire avait l'air figée. Brent n'arrêtait pas de regarder la table, comme si refuser le contact visuel le sauverait d'une manière ou d'une autre. Mais Ethan s'est mis à pleurer presque immédiatement. Pas bruyant, pleurant tranquillement, les gentils adolescents essaient de se cacher. Puis, il a finalement dit la vérité. Ils m'ont dit que papa partirait pour toujours si je n'aidais pas. Claire murmura doucement son nom, mais le juge leva la main avant qu'elle ne puisse continuer. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé de faire exactement? Ethan essuya son visage durement avec sa manche. Maman a dit que papa essayait de m'éloigner d'eux. Brent a dit que si je reculais, maman pourrait perdre la maison. Chaque mot faisait paraître Claire plus petite. Le juge s'est absenté du tribunal pendant moins de 20 minutes.